municipales, des communes et localités concernées par les autorisations des poses. Il s'agit bien sûr de l'espace public, donc ce genre de lien est nécessaire pour la pose de ces Stolpersteine sur les trottoirs, donc dans l'espace public des différentes communes, localités et villes. Ce que je voulais également souligner, c'est qu'on a des contacts également avec les services de la voirie. On a eu un excellent accueil l'année dernière avec les services de la voirie de Strasbourg pour la pose de ces Stolpersteine. Il y a également le problème du financement sur lequel se pose notre trésorier Bertrand Goldman. Il y a également le problème de la communication qui est très important, communication avec la presse locale, la radio, la télévision. Je rappelle également que le consistoire, avec le soutien de Thierry Ross, nous offre chaque publication, les colonnes de son journal, pour parler de l'association Stolpersteine, de son développement, des différentes poses, et pour avoir également une réflexion beaucoup plus générale sur le concept en lui-même. Cette semaine, on aura un article d'une demi-page dans les dernières nouvelles d'Alsace qui fera le point sur nos projets. Les projets, je ne veux pas dire qu'ils ont été annulés, mais qui ont été donc décalés pour l'année prochaine. Et donc, je rappelle également dans l'article que j'ai donné donc au directeur des DNA l'origine de ce concept, du projet et le développement de notre association dans la ville de Strasbourg et dans le Bas-Rhin. Je rappelle également que Nicolas a signé un article pour les saisons d'Alsace qui va paraître dans les prochaines semaines. L'association également est en lien permanent avec la fondation berlinoise et notamment avec Anne Thomas qui fait le lien avec les artistes Gunther Demning, avec Michael Friedlander également. Et également l'organisation de manifestations culturelles autour du concept de Stolpersteine et au profit de l'association également, comme ça a été le cas à Ingwiller l'année dernière avec ce concert de musique. L'association gère également l'itinérance de l'exposition qui a été montée donc, il y a 2 ans à l'Horte de Strasbourg et qui a eu qui s'est déplacée sur une quinzaine de centres aussi bien à Strasbourg que dans le Bas-Rhin et qui continue donc son itinérance. On a dû annuler quelques présentations il y a quelques jours en raison de la situation évidemment que vous connaissez. Ce que je voulais également souligner, c'est qu'on a des contacts pratiquement au quotidien. J'ai demain un rendez-vous avec une responsable de Sciences Po pour un article pour leur journal. Il y a également une conseillère départementale qui est chargée du handicap qui va me présenter un projet de poste de Stolpersteine pour une victime de l'action T4, Madame Politansky, que je dois rencontrer le 22. Il y a également Madame Valérie Lévy-Schumann, qui est responsable du projet Passerelle. C'est le volet social du FSJU qui souhaite nous rencontrer et rentrer en contact avec nous pour avoir des contacts avec les descendants des déportés, les fils et filles des déportés. Et elle est prête à ouvrir donc un volet social pour les gens qui en auraient besoin. Et donc là, on va être également en contact avec elle. Alors, ce que je voulais souligner également, c'est que notre exposition qui était prévue à l'Assemblée nationale à Paris au mois de novembre de cette année a été reportée d'1 an en raison de la situation que vous connaissez. Je reste en contact avec Thierry Michel, pardon, avec le député Thierry Michel qui a fait la jonction avec le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Et je suis également en contact avec l'adjointe de Richard Ferrand pour l'organisation de l'événement l'année prochaine. Donc, ça sera reporté probablement à l'automne prochain, au mois de novembre 2021. Donc, voilà pour quelques informations que je voulais donner. Donc, l'origine de l'association, du projet, les missions qu'on se donne et quelques informations très, très brèves concernant le développement de nos activités et le point sur les différents projets qui sont en cours, les contacts et les relations qu'on a. Voilà, je vais céder la parole, je ne veux pas être plus long, je vais céder la parole à Fabienne qui va la distribuer généreusement à tous les autres participants. Voilà, merci Fabienne. Merci beaucoup de cette présentation claire, précise, etc. J'ai préparé un petit PowerPoint rapide pour vous montrer, voilà. Je pense que vous voyez, donc Stolpersteine, c'est pour aujourd'hui. Donc en 2 mots, donc on vous a expliqué l'histoire de notre association. Au départ, Gunther Demnig, la photo du 1er mai quand il était à Strasbourg.
Une personne, donc une Stolperstein. Le 1er mai, donc la pause qu'on aurait voulu réitérer cette année, mais qui sera reportée d'1 an. La fabrication des Stolperstein à Berlin. Si vous avez des questions, nous on y a assisté, on a vu comment ils les fabriquent, etc. Attendez, hop, voilà. La gravure, chaque pièce est gravée une par une. Les outils qui sont utilisés. Et puis, vous avez évidemment chaque Stolperstein. Donc, on vous a fait des photos, on les a reçues. C'est pas moi qui les ai, c'est Richard qui les a reçues à Strasbourg. On a fait des photos et donc, on a les photos des Stolperstein. Donc, en fait, j'ai rajouté une aquarelle de Caroline et de Maurizio, donnée de la part de Madame Claire Poletti, qui a été faite par rapport à l'histoire de Léo Cohn. Alors, je vais commencer par donner la parole à la famille de Léo Cohn. Je vais arrêter de partager, voilà, et je voudrais que la famille de Léo Cohn me fasse signe pour que je puisse simplement donner la parole. Donc, la famille de Léo Cohn, si vous pouvez bien, s'il vous plaît, branchez votre micro directement. Vous rebranchez votre micro, la famille de Léo Cohn, s'il vous plaît. Et je sais qu'il y avait une personne de la famille qui voulait lire un texte biographique. Alors, cette personne, je l'écoute. Noémie. Parents et amis, nous remercions les initiateurs de cette rencontre pour l'honneur que l'on vous a donné à mon père. Dans cette résidence, la place de Zurich II, à Strasbourg, moi, Noémie Cohn-Cassuto, je suis née en 1938. Après 1 an, nous avons été expulsés de la ville par les nazis, avec toute la communauté juive. Après de nombreuses errances et voyages, nous avons trouvé une cachette dans la région de Vichy, dans le sud de la France. Le rabbin Paul Reutemann écrit à propos de Léo, depuis son arrivée, il a réussi à créer une atmosphère extraordinaire qui a soulevé tout le cœur. En plus des leçons qu'il a livrées et également se réunir des amis avec des chansons passionnantes que nous n'avons jamais oubliées. Je n'ai plus jamais rencontré un éducateur avec sa magie et son imagination. Quelques images de sa vie seront racontées en bref par ma sœur Aviva. L'une des principales activités de mon père était d'interagir avec les membres des scouts juifs français par la musique et la formation des chœurs, qu'on a contribué au moral des membres. Mon frère Ariel en parlera. Okay. Alors, on donne la parole à Aviva, peut-être, ou à Ariel. Moi, je vais parler maintenant. Bon, chers amis, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé cet événement passionnant. Je veux vous parler de la poésie de Léo. Pendant la guerre, notre père Léo a créé une chorale qui est apparue dans les petits centres juifs du sud de la France. Lorsque le chœur a commencé à chanter au milieu d'une forêt, tous les auditeurs ont pu regarder le ciel et voir les étoiles. Et puis, ils ont fermé les yeux et leurs pensées, avec poésie, sont montées au ciel et enterrés à Jérusalem, où ils espéraient bientôt atteindre le bonheur et la paix. La surprise la plus excitante pour nous est que le chœur nous a donné l'occasion d'entendre la voix de notre Père, la voix de Léo, il y a plus de 80 ans, et de sentir à nos côtés lorsque sa belle voix basse est là. L'un des 2 solistes du chœur, et pendant 2 minutes, nous allons maintenant l'entendre ensemble. Ata Echad.
Peut-être plus tard, à la fin, si on a du temps, on peut entendre ensemble et chanter ensemble une autre chanson de la chœur. Merci bien. Merci beaucoup. Aviva maintenant? Oui. Oui, alors Aviva, il faut qu'elle clique sur le micro. Aviva, את צריכה להדליק את המיקרופון שלך. Ok, ça marche, Aviva. Voilà, voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs et les participants du Zoom d'hommage à mon père Léo Cohn. Je suis profondément touchée et reconnaissante pour cette formidable initiative. J'avais 2 mois quand mon père a été arrêté par la Gestapo. L'une des images les plus fortes avec lesquelles j'ai grandi était l'histoire du grand amour de ma mère et de mon père, Rachel et Léo. J'aimerais vous lire quelques mots du livre de Shimon Hamel qui se rapporte directement à la vie de mes parents à la place de Zurich. Shimon Hamel, connu sous le totem de chameau, a été un des fondateurs du EIF. C'est lui qui a amené mes parents de Paris à Strasbourg pour diriger les jeunes. J'ai eu le privilège d'entendre de lui de nombreuses histoires sur mon père. Voici un extrait de ce qu'il raconte, je cite. Le travail de Léo, les réunions qu'il dirige, les séances auxquelles il doit assister se prolongent souvent tard dans la nuit. Rachel l'attend, assise à la fenêtre donnant sur la place de Zurich. Léo le sait, et pour éviter à sa femme cette fatigue inutile, il tente, quelquefois en vain, d'abréger les paroles et d'abréger les palabres. Nous, les responsables, contemplons cette idylle avec beaucoup d'indulgence. Mon père a été déporté à Auschwitz par convoi 77, le dernier grand convoi parti de Drancy. Après la guerre, ses camarades de la résistance juive, dont mon chameau,
on trouvait gravé sur les murs de Drancy ce graffiti. Nous partons la tête haute et fière. Signé Léo Cohn, INEIF, disons, instructeur national, éclaireur israélite de France. Merci beaucoup. Est-ce que les élèves de Claire sont présents? Si les élèves de Claire sont présents, est-ce qu'ils peuvent se connecter? Alors Claire, je vous active. Est-ce que vos élèves sont présents? Alors oui, je pense que j'ai 2 élèves, Sarah et Caroline, qui doivent être présentes, en fait. Oui, bonjour madame. Alors Sarah, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez travaillé ou ce que vous avez fait sur Léo Cohn? Alors on a travaillé durant notre année de 3e, toutes les semaines pendant 2 heures sur l'écriture d'une biographie, à la fois une écriture d'une biographie historique et d'une biographie littéraire, et sur l'écriture d'une pièce de théâtre, et aussi les répétitions pour la jouer à la fin de l'année. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Claire, vous voulez rajouter quelque chose? Peut-être, merci Fabienne de nous avoir associés et puis je voudrais dire que cette aventure, elle n'aurait pas été possible sans Aviva, Ariel et Noémie qui ont été pour nous une fabuleuse rencontre. Pour moi et pour les élèves, un moment comme il en est de rare. Et peut-être vous lire, alors de façon relativement courte, on a nous aussi cherché énormément de documents sur Léo Cohn, il y en avait énormément, et il y a une lettre de Robert Vell, qui est la dernière personne qui ait vu Léo Cohn dans le camp d'Auschwitz, et je vais vous lire ce qu'il écrit, qui pour nous, enfin peut-être est un petit peu ce qu'a été Léo Cohn. Alors il écrit cette lettre en fait à Shimon Hamel. Il lui dit: Léo et moi avions toujours pu faire la prière. En effet, l'appel du matin, durant au moins 1 heure avant le départ pour le travail, nous faisions l'office, sans téphiline évidemment, au garde à vous. Les offices du soir, nous les faisions ensemble pendant l'appel du soir. Quelquefois, nous avons pu refaire l'office avec Miniam en allant chez Hirschler ou chez des rares rabbins survivants de Pologne. De quoi parlions-nous? De notre misère morale. Moi, inutile de l'expliquer, le fait d'être venue là, avec ma femme et les 2 petites, la certitude qui s'était lentement établie en moi de leur fin tragique. Léo parlant de sa femme, Rachel, des 3 enfants, espérant toujours qu'ils échapperaient au même sort, mais se faisant néanmoins infiniment de soucis à leur sujet. Nous discutions de Torah, des psaumes pour lesquels il avait une prédilection marquée, des prophètes dont nous savions de nombreux passages par cœur et qui nous redonnaient la force intérieure, la chaleur de l'âme, le sentiment que même si nous devions disparaître, la Torah continuerait à éclairer le chemin du peuple d'Israël. Nous aimions aussi la philosophie médiévale, Saadia Gaon, Ramban, les Moutaki Lamoun, Averroès, Rabbi Lévi. Léo connaissait mieux les modernes, il aimait Franz Rosenzweig. J'étais encore jeune à l'époque, de formation cartésienne. Léo avait plus de contact avec le monde de l'imaginaire. Étant musicien et poète, il était près du mystique, proche des maîtres, ivre de Dieu. Un jour, alors que nous pelletions la terre gelée, rebelles à nos efforts, sous les regards et les coups des Vorarbeiter qui passaient avec le fouet, il m'a dit: « Vois-tu, chaque coup de pioche que nous donnons dans ce roc, avec le peu de force qui nous reste, c'est un cantique que nous chantons à la gloire de Dieu. Écoute cette mélodie qui monte vers l'Éternel de ses enfants. Cela m'a infiniment touchée et j'y ai toujours pensé par la suite. Je vois encore aujourd'hui son regard lumineux, la pureté de son âme rayonnante apaisait. J'avais souvent l'impression d'une transparence, de l'être auprès de lui. Tu vois ce que je veux dire, une joie intérieure, sereine, l'habitait. Au-delà des contingences tragiques dont la pesanteur désolante caractérisait notre quotidienneté. » Voilà. Je trouve que ces mots de Robert Vell résument parfaitement ce qu'était Léo, ce que nous avons découvert de Léo.
et je le redis en grande partie grâce à Ariel, Aviva et Noémie. Merci beaucoup. Je vais continuer. Voilà. Donc, la prochaine personne à qui on va rendre hommage. Donc, est-ce que quelqu'un de la famille Weil, de Jacques Isaac, de Lucie, de Henri et de Lise sont présents? Si vous êtes présent, eh bien, dans ce cas, il faudrait juste prendre la parole. Vous vous branchez sur le micro et vous prenez la parole. Non, je crois qu'on n'a personne de la famille Weil. Fabienne, Oui. Moi, j'ai un petit-fils ici, l'arrière-petit-fils de Léo, qui a écrit quelques mots. Il s'appelle Dan et Dan Cohen. Okay. Il est le fils de Léon Allon. C'est mon fils. Alors, s'il est là, je l'ai vu d'abord. D'accord. Alors, Dan, tu es là? Dan, tu peux prendre la parole. C'est possible de brancher ton micro et de parler. Bien sûr. Est-ce qu'on peut m'entendre? Oui, très bien. Oui. On entend très bien. Merci. Je veux juste dire à Audi la chose que j'ai écrite à la fin de ma lettre. OK. Et qui, pour moi, le vrai sens de sa vie, de la vie de Léo, est que dans un temps pendant lequel personne ne pouvait pas trouver la compassion, d'humanité, d'espoir, chaque jour, il a crié. Chaque jour, il choisit de la vie. Et pour moi, plus d'être juste une histoire d'héroïsme, c'est une histoire d'une chanson d'amour à la vie. Et je veux remercier tout le monde qui a participé dans ce projet. C'est grâce à vous que cette chanson continuera encore. Soyez gentils, soyez compassion, soyez heureux et peut-être qu'un jour, nous pourrons ensemble construire le monde que mon arrière-grand-père espère pour nous tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lire un texte pour Léo? Ah, attends, il y a Richard qui veut dire quelque chose. Attends, Richard, je t'active, vas-y. Oui, on avait publié une biographie de Léo Kohn dans le document sur les camps annexes du Struthof et on avait trouvé une très belle photo de Léo Kohn en train de jouer de la flûte avec un enfant. Voilà, là on voit très bien la photo. Là. Ouais, parfait. Voilà. C'est émouvant. Hein. Merci Richard. Est-ce que quelqu'un d'autre pour Léo veut dire quelque chose? Non? Alors je vais reprendre le partage de l'écran. Et donc la famille Weil, non. Muriel, elle le fera la semaine prochaine. Marguerite, pour Marguerite Günzburger, est-ce que quelqu'un est présent? Si quelqu'un est présent, il peut brancher son micro et prendre la parole. Non. Alors ensuite, Yvonne Leub. Pascal, si tu veux prendre la parole. Pascal, il faut juste que tu appuies sur ton micro. Voilà, c'est bon? On m'entend? Oui, c'est parfait, Pascal. Voilà, donc Yvonne, en fait, il y avait le Stolperstein a été posé en mai de l'année dernière, et comme il y a eu depuis des recherches, il y avait une erreur au niveau qui a été faite sur la date de son décès. Officiel en tout cas, donc le Stolperstein devait être changé en fait. Mais donc on a eu la chance d'avoir déjà les Stolperstein pour la famille Leub posés rue Schwilgé et celle de la maman d'Yvonne déportée avec eux, avec la famille Leub. Donc la grand-mère de mon père et de Nicole, voilà, Nicole.
Nicole, avec laquelle j'ai organisé donc autour de cette pause du 1er mai, toute une réunion de famille et on est allé avec toute la famille sur les traces de Jeanne Bloch, donc la grand-mère, et on les a emmenés à Hinwiller avant de poser le Stolperstein à Strasbourg. Et donc, ça réunit une grande partie de la famille. On était à Hinwiller parce que Jeanne Bloch a vécu pendant une trentaine d'années, avant la guerre de 14, à Hinwiller. Et ensuite, elle a eu tous ses enfants à Hinwiller. Et ensuite, est venue habiter après la guerre de la Première Guerre mondiale à Strasbourg. Et donc, les enfants des enfants de Jeanne, qui sont donc mon père et ses cousins, et descendants, un certain nombre ont pu venir et il y avait jusqu'à 7 générations qui étaient présentes. Et autour de ça, donc à partir des photos, des enregistrements de tout ce trajet, il y a des photos qui ont été faites ce jour-là. Ma fille a fait un petit film, c'est-à-dire qu'elle a fait un montage à partir de tout ça. Et je l'ai donné à Fabienne et on peut le voir sur le site de l'association, je crois. Oui. Je n'ai pas vérifié. Voilà, donc c'était un bel événement et surtout, c'est ce qui a été très, très important, c'est de réunir toute une famille et des descendants, donc jusqu'à 7 générations. Il y avait mes petits-enfants, autour du souvenir de ces membres déportés. Et surtout, c'était au niveau de la transmission intergénérationnelle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Pascal. Voilà. Voilà. Merci Fabienne en tout cas, parce que c'est quand même grâce à toi que tout ça a pu se faire. On est toute une équipe. En grande partie. On est toute oui, bien sûr. On est toute bien une équipe. Sûr. Donc, tu as été un moment très important dans les recherches et donc avec toute l'équipe, dans les recherches, notamment sur l'habitation. Et alors, ce qui était particulièrement émouvant aussi, c'est que la maison donc, de Jeanne Bloch, devant laquelle on a posé le Stolperstein, il y avait également Maurice Alexandre, pour lequel on a posé un Stolperstein. Et donc là, ça a été très intéressant parce que c'est les recherches autour de Jeanne Bloch qui ont amené à découvrir aussi que Maurice Alexandre habitait là également. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à la famille de Maurice Moshe Schenkel. Alors, je vous laisse prendre la parole en appuyant sur le micro. Voilà, vous m'entendez? Oui, très bien, merci Robert. Bon, tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs et Fabienne pour cette initiative et qui malheureusement est un peu retardée. En ce qui me concerne, je suis le gendre de Moshe Schenkel, dont les 3 filles sont malheureusement plus avec nous, tous 3, Régine, Hélène et Monique Schenkel, toutes 3 réunies au cimetière de Har HaMenuchot à Yerushalayim. En ce qui nous concerne, nous avions prévu pour la semaine prochaine que pratiquement presque tous les petits-enfants et certains arrière-petits-enfants seraient venus à Strasbourg la semaine prochaine. Nous regrettons beaucoup de ne pas pouvoir le faire. Espérons peut-être que nous le ferons la fois d'après. Et sinon, nous nous réunirons une fois à Strasbourg sans que ce soit pour cette propre cérémonie. Éventuellement, je passe la parole à l'aîné, Marc Kogel, l'aîné des petits-enfants de Moshe Schenkel,
qui veut peut-être nous dire quelque chose. Marc, à toi. Il faut activer votre micro, Marc, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci Robert, merci Fabienne pour tout ce que vous faites. Je sais très peu de choses de mon grand-père. Je sais qu'il est né en Pologne. Il a épousé ma grand-mère à Cologne, en Allemagne, je crois en 1926. C'est ce qu'on trouve sur l'état civil. Arrivé à Strasbourg, comme beaucoup de juifs polonais, ils ont vécu dans la communauté polonaise de Strasbourg. C'était une famille, on était très érudits et donc respectés pour cette érudition. Aujourd'hui, nous avons fait le compte, il y a plus de 100 descendants directs, avec 5 générations, puisque j'ai des petits-enfants et la plupart de mes cousins ont également des petits-enfants, et qui vivent pour la plupart en Israël, une partie en France, une partie en Angleterre et quelques-uns aux États-Unis. Et le nombre de descendants est une victoire sur le nazisme, et j'espère que cette pause permettra à la fois à la famille de se réunir et de trouver peut-être plus d'informations que nous n'en avons aujourd'hui sur ce qu'a été sa vie. Pour moi, c'est une énigme. Quand j'ai pensé à l'allocution que je devrais faire à la pause, je me suis rendu compte que j'étais absolument incapable d'imaginer ce qu'il a fait. Nous n'avons que 2 ou 3 photos de lui. Un dessin, il a dessiné un Mizrach qui figurait dans la synagogue qu'il fréquentait avant-guerre. Nous en avons des copies, je crois, dans chaque famille. C'est peu de choses pour essayer d'imaginer ce qu'a été sa vie, ses espérances, ses craintes, et ça reste pour moi aujourd'hui en tout cas un mystère. En tout cas, merci d'avoir permis par ces Stolpersteine de donner en quelque sorte une sépulture ou un lieu où on peut se recueillir sur une trace de lui, étant donné que comme la plupart des déportés, il n'est pas revenu et qu'il n'y a pas de lieu où on peut se recueillir, il n'y a pas de tombe. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre la parole? Oui, je vous donne la parole tout de suite. Attends. Voilà. Activé. J'ai mis sur le coup pendant la guerre, avec c'est signé à Strasbourg, et on devait les mettre comme ça sur le cou tout le temps. Et c'est encore resté avec moi. Et avec mes frères et sœurs, ma sœur et mon frère. Attendez, je vais le mettre en grand, comme ça vous pouvez le montrer. C'est la carte de renseignement. Voilà, de l'autre côté un peu. Ouais, ville de Strasbourg. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci Noémie. Rien. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait dire quelque chose Oui, est-ce que vous pensez qu'on peut entendre à la fin une autre chanson qu'on peut tous chanter ensemble? De la chorale, bien sûr, de la chorale de Léo. Après, bien sûr, avec plaisir. Tout à fait, absolument, tout à fait. Alors, je vais juste continuer donc, par rapport à Moshe Schenkel. Ensuite, Bella Katz. Alors, voilà, qui est-ce qui veut prendre la parole pour Bella Katz? J'ai vu qu'il y avait... alors, je vous laisse parler, vous branchez votre micro et vous y allez directement. J'ai vu qu'il y avait Monsieur Werner qui était là. Pour Bella Katz, je vous laisse juste prendre la parole, peut-être. Ouais, j'ai vu. Gilbert Werner, vous voulez... Attendez, je vous active. Ça ne marche pas. Il faut activer... Voilà, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend très bien. Vous m'entendez? Très bien. Oui, alors, bonjour. Bon, en fait, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à cette manifestation mémorielle de ce soir, parce que je suis dans un cas un petit peu particulier par rapport à vous tous. Je ne peux pas parler de Bella Katz, que je n'ai pas connu, que j'ai découvert il y a peut-être 2 ans de ça. Mais je peux vous parler de ma mère qui était sa fille naturelle. Et en fait, qui a été baptisée chrétienne.
et qui a passé une vie à chercher ce père qu'elle n'a jamais connu et dont on a fini par lui donner son nom quand en fait sa tante sur son lit de mort a dit effectivement ton père c'était un juif, il s'appelait Bela Katz. Alors personnellement j'ai contacté tout de suite la Société d'histoire des Israélites de France et écrit un certain nombre de fois avec l'aide de monsieur Pierre Katz qui était un sachant, qui était le dernier juif de Marmoutier dans le Bas-Rhin. Et en fait, je n'ai pas eu de réponse. Et ma mère pleurait, quoi. Elle a passé toute une vie à pleurer. C'est-à-dire qu'elle savait juste qu'il s'appelait Bela. Elle n'avait pas de photo de lui, elle ne savait pas qui il était, où il avait vécu, comment il était mort. Et elle a fini par décéder, quoi. À la fin de sa vie, en fait, elle perdait un peu sa tête et quand elle reprenait un petit peu le contact avec le monde des vivants, c'était pour pleurer. Et 6 mois après qu'elle soit décédée, j'ai rencontré monsieur Jean-Camille Bloch, qui est un historien, et qui il m'a ouvert tout grand la porte et ça a déboulé, quoi. Et je suis encore dans la phase où en fait, Bela Katz, c'est mon grand-père. Et je suis encore dans la phase où j'ai du mal à gérer tout ça, quoi. Voilà ce que je peux vous dire très succinctement. Je pense que Madame Rosner a peut-être une parole beaucoup plus pertinente que moi par rapport à toutes ces choses. Permettez que je reste un petit peu en retrait. En fait, il y a un autre petit-fils qui s'appelle André Montgaillard, qui aurait dû être présent aujourd'hui. Je pense qu'il a des problèmes de connexion ou de micro ou d'informatique. Donc, je sollicite votre indulgence et je vous salue tous. Merci beaucoup, merci. Je vais donner la parole peut-être à Mireille. Est-ce que Mireille, vous voulez... Attendez, il faut juste que je vous active. Il faudrait juste... Voilà, Mireille, vous pouvez y aller maintenant. Mireille, vous pouvez dire quelque chose si vous voulez, là. Ça marche. Oui. Mireille, là, tout d'un coup, vous pouvez y aller directement, là. On vous entend, Mireille. Il faut mettre plus fort un peu. Non, Mireille, là, on ne vous entend pas. Il y a un problème de son. En fait, on voit que vous parlez, mais il faudrait vous rapprocher peut-être du micro, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Non, Mireille, il faut parler plus fort parce qu'on ne vous entend pas. On voit que vous parlez, mais on ne vous entend pas. Je parle assez fort, je ne sais pas. Elle ne s'entend pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que peut-être on vous redonnera la parole après, Mireille. Ok, on vous redonnera la parole après. Donc, alors, on va continuer. Donc, Charles Abraham, est-ce que quelqu'un de la famille de Charles Abraham est présent? Allô? Oui. Ah, Denise Jacob, c'est super. Alors, Denise, on vous écoute. On ne sait plus me voir. Vous vous rappelez? Alors voilà, je voulais vous remercier infiniment. Je peux parler? Oui, oui, Denise, on vous écoute. Je voulais vous remercier infiniment, vous et vos collaborateurs, pour tout le travail que vous faites pour nos chers disparus. Le 30 janvier 1944, ma mère, une bonne juive alsacienne, prenait toujours de la viande cachère. Mon père, ce matin-là, lui a dit de partir de bonne heure, de peur, de crainte qu'il y ait une fois une rafle à la boucherie. Ma mère est rentrée avec la viande. Ensuite, mon père nous a emmenés, un cousin et moi,
voir mon frère qui était en train d'essayer de vendre des timbres pour un frère de papa qui était allemand, apatride et qui n'avait plus rien pour vivre. Et il était donc au marché aux timbres et il a rencontré un ami qui lui a dit, qui sortait, qui lui a dit, Monsieur Abraham, faites très attention, un jour il y aura une rafle. Et mon père est rentré avec nous deux et nous étions depuis un petit peu de temps. C'est comme une chape de plomb qui nous est tombée sur la tête. C'était la Gestapo qui venait. Et j'étais là, on a eu une chance extraordinaire. Mon frère, mon cousin et moi-même, ils ont fait sortir les enfants. J'étais une petite fille à l'époque. Et mon frère avait 16 ans. On a encore eu la chance qu'il fasse sortir les enfants. Et malheureusement, j'ai vu mon père entre les griffes de la Gestapo. Et ça, c'est quelque chose qui ne me quitte jamais. Voilà. Bon, naturellement, terminé à Auschwitz. Voilà. Alors, c'est tout. Je voulais le dire. Nous, les enfants de déportés, et ayant encore en plus assisté à cette scène atroce, on est marqué. Ça ne me quittera jamais. Voilà, je voulais encore vous remercier infiniment pour tout ce que vous faites, vous et vos collaborateurs. Voilà. Merci beaucoup, Denise. Merci infiniment. Je vais... À bientôt, Denise. Je voulais aussi, il y a Daniel Lerner qui a demandé la parole pour parler de la famille H, donc de Marthe et de Alphonse H. Alors, est-ce que vous pouvez prendre la parole directement, Daniel et Colette? Oui, c'est ma mère qui va parler, comme moi je n'ai pas connu Alphonse et Marthe H. Voilà. Ok, merci. Alors, je voudrais rappeler la mémoire d'Alphonse et Marthe H, qui étaient des cousins de mon père, Arthur H. J'ai un très vague souvenir d'eux. J'étais à leur mariage qui avait eu lieu à la Wolfisheim chez la Henriette. C'était un endroit connu pour les mariages et il avait eu lieu le 17 juin 1930. Je me rappelle de Marthe un peu mieux puisqu'elle était professeure d'anglais à Metz, elle habitait Strasbourg après son mariage et j'ai profité de ses leçons. Ils ont été déportés de Saint-Malo. Et ils n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants, malheureusement. Je voulais simplement rappeler leur mémoire et je remercie Fabienne qui nous aide à tous à garder la mémoire de ceux qui ont disparu. Merci beaucoup, Colette. Merci infiniment. Est-ce que quelqu'un d'autre de la famille H veut dire quelque chose? Si oui, il faut simplement cliquer sur le micro. Et après, je vais redonner la parole à Noémie après. D'accord? Vous m'entendez, Fabienne? Oui, je vous entends. Alors, deux mots. J'ai ici une lettre de Zurich de mon père. Je vais montrer. D'accord. Alors, attendez, une seconde. Attendez, je remets vidéo. Voilà, comme ça. Vous pouvez montrer la lettre, Noémie. Alors, voilà l'adresse. Donc Strasbourg, 2 place de Zurich. OK. Et j'avais 5 mois. 5 mois, OK. Oui.
Merci beaucoup. Je pense qu'il y a aussi Paul et il y a aussi Nicolas, les historiens qui travaillent donc avec notre équipe, qui vont aussi vous contacter pour aussi travailler, scanner les documents, etc., pour les biographies de chacune des personnes. Il est clair que cette année, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu tout faire ce qu'on voulait faire, mais c'est un travail qui est en cours. Il y avait quelqu'un qui est en train de reprendre la parole pour la famille H. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Alors, je ne vais pas ajouter grand-chose à ce qu'a dit ma chère tante Colette, qui est la mémoire de la famille, donc je ne vais pas pouvoir compléter tout ce qu'elle a dit, puisque c'est elle la sachante, mais je voudrais tout de même dire ceci, c'est-à-dire que les H de la Robertson ont été déportés dans le convoi 53. En 43, ils sont allés à Sobibor. Et selon les archives françaises, ils auraient été par la suite assassinés à Maïdanek. Je vais vérifier cela, ou je vais faire vérifier cela plutôt parce que ça me semble très surprenant que des personnes de plus de 50 ans aient pu survivre 1 an et demi à Sobibor quand on connaît les conditions qu'il y avait là-bas. Donc peut-être qu'il y aura une petite correction à apporter au Stolperstein. J'en profite aussi, Fabienne, pour vous poser une question, avant de vous remercier, bien sûr. Est-ce qu'il existe une carte à Strasbourg ou est-ce que vous avez fait une carte où on peut voir les Stolperstein déjà en place et celle à venir? Oui, oui. Oui, absolument. La Nous mairie, avons l'a fait. une application. Attends, je te redonne la parole si tu veux, Richard. Attends, voilà, c'est bon, Richard, tu peux y aller. C'est la mairie qui a édité cette carte l'an passé au 1er mai, hein, donc avec l'emplacement des 20 premières Stolperstein. Tu peux me dire où est-ce qu'on peut trouver cette carte? On peut te l'envoyer, donc il n'y a pas de problème. J'aimerais bien envoyer encore du dépliant que la mairie a édité. Écoute, s'il te plaît, je pense que, ou si tu la diffuses, je pense que ça intéressera tout le monde de pouvoir se faire son propre parcours. C'est sur les 20 Stolperstein qui ont déjà été posés. D'accord, il n'y a pas les futurs Stolperstein à venir. Non, celles à venir, non, parce qu'elles n'ont pas été encore posées. Voilà, un petit peu de travail à faire, mettre des points, à voir sur les futurs Stolperstein. Absolument. Donc là, en fait, ce qu'on fait également, c'est une application qu'on a sur l'iPhone et sur les smartphones, où on a une carte donc de Strasbourg. Et sur la carte de Strasbourg, quand on clique sur la Stolperstein, eh bien, on va avoir la mini-biographie qui va s'ouvrir avec les photos et avec toutes les indications historiques qui seront données. C'est la raison pour laquelle on reviendra vers vous pour chacune des familles pour avoir vraiment ces informations qui soient confirmé avec des photos, etc. Tout ce qu'on peut ajouter sur cette application-là. Il y a Friedrich Peter qui est en ligne, il me semble. On peut lui passer la parole pour dire 2 mots parce que l'application, il nous l'a passé, lui, de Trèves, il me semble. C'est l'université de Trèves, en effet, qui a inclus toute Friedrich est sur place. Il est là, il est en ligne. Friedrich, si tu es avec nous, tu peux cliquer. Je suis là. Alors, vas-y. On m'entend? Oui, vas-y. Oui, alors bonsoir à tout le monde et toutes mes salutations de l'autre côté du Rhin, de Kehl. Et puis, je peux vous expliquer très vite parce que sur l'application, là, il y avait des étudiants de l'université de Trèves, des étudiants en histoire et en informatique qui ont eu l'idée sensationnelle de faire une application sur la pose de Stolperstein avec les mini-biographies, aussi avec des parcours, avec aussi des liens vis-à-vis les autres villes. Et ils ont commencé à tout petit et maintenant, je ne sais pas, il y a à peu près une centaine de villes dans toute l'Europe qui ont cette application. C'est guide-stolperstein.de. Alors, mais on peut l'avoir aussi à Strasbourg, en France. Il y en a aussi dans les Pays-Bas, même en Autriche, alors partout. Et dans cette application, par exemple,
On peut aussi cliquer sur des parcours, alors on est guidé d'une famille à l'autre dans les environs. Alors c'est une très bonne idée et par l'initiative de notre côté, voilà, maintenant Strasbourg a aussi cette application qui est, j'espère, bientôt très très fréquentée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, Oui. Merci infiniment. Alors, je vais reprendre voilà, donc la famille Daniel. Alors, si des membres de la famille Daniel sont présents, est-ce qu'ils peuvent simplement prendre la parole, s'il vous plaît? Famille Daniel. Donc, on n'a personne de la famille Daniel. Ok. J'avais vu, je crois, Serge Bendek. Est-ce que Serge Bendek est présent? Si Serge Bendek est présent, est-ce qu'il peut se mettre son micro? Non. Bon. Alors, on va continuer. La famille Tchetchinski. Donc là, il faut juste que vous la famille Tchetchinski, s'il vous plaît, il faut juste vous connecter. Je sais qu'il y a quelqu'un. Ok, alors allez-y, on vous écoute. Je m'appelle Hélène Sommer maintenant, née Chedinsky. Mon père, Hilaire Chedinsky, était âgé de 38 ans quand il a été déporté. Ils habitaient à Strasbourg. Ils sont venus de Pologne en 1930 et ils habitaient à Strasbourg jusqu'à ce que Strasbourg ait été évacué. La famille elle a été évacuée et se logea à La Châtre, dans l'Indre, où étaient installées beaucoup de familles juives, parce qu'au départ, il y avait un shochet là-bas. Et c'est ça qui a amené les familles à aller sur place. En février 1943, les Allemands décidèrent de déporter 2000 hommes juifs de la zone sud. On avait été prévenus et beaucoup de gens qui étaient sur la liste, on savait à peu près qui était la liste, beaucoup de gens sont allés se cacher dans la forêt. Mon père n'a pas voulu aller se cacher dans la forêt parce qu'il avait peur que si lui se cache, on prendrait sa femme et ses enfants. Donc il est resté à la maison et effectivement, à 3 heures du matin, on frappe et c'était les gens qui venaient le chercher. C'est bien entendu des Français. Moi, je n'ai pas vu les Allemands, mais ce sont les Français qui sont arrivés et c'est eux qui l'ont cherché et qui l'ont emmené. La rafle était, on a vraiment pris que les hommes et là où il y avait que femmes et enfants, ils n'ont pas pris. Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon père, mais j'ai encore le souvenir de vivant de l'arrestation du départ. Et après, on a eu juste une carte de Drancy le 6 mars, et comme la carte que tout le monde avait, je vais bien, je pars travailler. Et en fait, c'est le convoi. Et le convoi 51, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui s'il est arrivé à Maïdanek ou à Sobibor. C'est un des rares convois dont on ne connaît pas la destination. Les dernières nouvelles qu'on a entendues, ça serait Sobibor. Et donc, nous, on a continué à être à La Châtre et après, on est retourné à Strasbourg. Merci à tous ceux qui ont organisé. C'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je vais continuer. Donc, partager l'écran. How do I do that? Famille Citrinovitch. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Je vous entends très bien, allez-y. Bonsoir à tous et merci Fabienne de m'avoir invitée pour
rendre hommage à mon grand-père et à mon oncle, puisque je suis la seule qui reste avec mon grand frère. Papa n'est plus là. Donc, je vais vous parler de mon grand-père, Gedalia Sitripovitch, et de son fils Maurice David. Mon grand-père, je n'ai pas beaucoup de souvenirs parce que papa était petit quand il a perdu son père. Il avait 11 ans, 10 ans et demi même. Donc, je vais vous dire ce que je sais en tout cas. Donc, mon grand-père, Gedalia Sitrinovitch, était né le 5 février 1900 à Opoczno en Pologne. Et mes grands-parents sont partis vers 1922 de Łódź, où ils vivaient, pour passer d'abord par l'Allemagne. Quelle bonne idée! Où est né mon oncle, donc leur fils aîné Maurice, qu'ils ont quitté très vite après la naissance de Maurice pour rejoindre Strasbourg, où ils ont vécu rue Kaganek. Et où les autres enfants sont nés, c'est-à-dire ma tante Fella d'abord, et ensuite mon papa Paul, qui est né en 1932. Donc, ils ont vécu rue Kaganek jusqu'en 1939 lors de l'évacuation de Strasbourg, où ils ont été envoyés à Clion, dans l'Indre, à 40 km de Châteauroux. Je voulais juste faire une petite parenthèse. J'ai eu le plaisir de rencontrer, dans le cadre de mon travail, le grand rabbin Max Warszawski, qui m'a raconté un jour qu'il était très copain avec mon oncle Maurice. Ils étaient à peu près du même âge, puisqu'il était né en 26, et mon oncle. Et ils ont fait les 400 coups ensemble dans les rues de Strasbourg. Et il me l'a dit en souriant, les 400 coups comme les jeunes de l'époque pouvaient le faire. Hein. C'était sûrement des coups très gentils. Voilà, ça c'est pour fermer la parenthèse. Donc, ils se sont retrouvés à Clion dans l'Indre, où il y avait 3 familles juives, un tout petit village que j'ai visité avec papa et mes frères et maman quand j'étais petite. Il y a trouvé du travail auprès du maréchal Ferrand. Et mon oncle, certainement aussi, je ne sais pas, papa et sa sœur, eux, quant à eux, allaient à l'école. Et puis, ils ont vécu de belles années à Clion, jusqu'en mars 1943. Et je vais vous expliquer leur arrestation, suite à 2 officiers allemands qui ont été assassinés qui ont été tués par des résistants français. Je suppose que je vous vois à l'écran, messieurs, dames, donc c'était sans doute au même moment le nazi Ernst Arenbach qui a joué un rôle réel dans la déportation de 2000 juifs, les 4 et 6 mars 1943. Donc, ces 2 convois ont été constitués en représailles de l'attentat. Au départ, il était prévu d'arrêter 2000 juifs comme première mesure de représailles. Et au lendemain de ce télégramme, le chef du service des affaires juives de la Gestapo, le SS Obersturmführer Heinz Röttke, a écrit une note qu'à titre de représailles et pour l'attentat du 13 février 1943 contre 2 officiers aviateurs allemands, 15 000 hommes aptes au travail doivent être déportés de France et pour cela doivent être fournis des milliers de juifs. Le 23 février, Kurt Lischka, commandeur de la SIPO-SD à Paris, informe la SIPO-SD de Bruxelles que le préfet de police de Paris a été informé le 14 avril 1943 qu'en application de représailles, 2000 juifs de 16 à 65 ans doivent être arrêtés et transférés à Nancy. Et ces juifs ne devaient être que des juifs apatrides. J'ai trouvé tout ça évidemment dans le mémorial de Serge Klarsfeld. Les Italiens, à qui on avait demandé la même chose, ont bloqué et refusé l'arrestation d'une centaine de Juifs à Grenoble. Ils ont refusé la remise de ces Juifs en donnant comme motif que les Juifs arrêtés devaient être considérés comme bloqués, pas les Français, je veux dire pas les autorités françaises. À partir du 20 février, donc, des rafles furent organisées à travers l'ancienne zone libre visant les Israélites étrangers. Les préfectures reçurent l'ordre de dresser les listes des personnes qui devaient être recherchées soit à leur domicile, soit sur leur lieu de travail. C'est ainsi que la gendarmerie a sonné chez mes grands-parents et ma grand-mère Rivka était seule chez elle ce jour-là. On l'a informée que son mari et son fils aîné devaient se rendre le lendemain matin à la gendarmerie pour du travail. Ce qu'ils ont fait, ne pensant pas un seul instant à ce qui allait leur arriver.
S'ils avaient pu être informés, ils auraient pu se sauver dans la nuit, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont donc quitté le domicile et ne sont jamais rentrés. Quelques jours plus tard, ma grand-mère a reçu la fameuse carte postale que j'ai vue il y a de longues années, mais que ma tante a gardée. Et comme elle a déménagé vers Narbonne, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette carte. Et sur cette carte était écrit évidemment « Nous allons bien ». C'est le papa qui avait écrit, donc mon grand-père. Nous allons bien, nous sommes ensemble et nous devons partir pour un camp de travail en Allemagne. Ma grand-mère n'a jamais su où ils sont morts, puisqu'elle est décédée en 1957. Et grâce au mémorial de Serge Klarsfeld, papa et sa sœur, ma tante Fela, ont eu la chance de retrouver la trace de leur père et frère, donc de mon grand-père et de mon oncle. Ils ont donc fait partie du convoi 51 du 6 mars 43, où il y avait 544 Polonais et en tout 959 hommes et 39 femmes. Ils avaient tous entre 16 et 65 ans. Et d'après le mémorial, ils auraient tous été gazés dès leur arrivée dans le camp de Majdanek. Ce sont les informations que moi j'ai. Le 11 mars 43, c'est ce qui est inscrit sur leur acte de décès. C'est peut-être la seule consolation de papa et de ma tante, de savoir qu'ils sont morts tout de suite. C'est ce qu'ils ont voulu garder en eux, et non pas après des semaines et des mois de souffrance sous la schlag dans le camp. Je suis donc très heureuse, moi, de participer à ce souvenir de nos déportés et à ces pauses des Stolperstein pour ne jamais oublier ce sombre passé et cette période ignoble de l'histoire. Excusez-moi si je vais être un peu émue, puisque papa n'est plus là et mon frère Nicolas non plus. Je les associe à cet hommage ce soir. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais reprendre ici. Je vais reprendre avec tout le monde. Et je voudrais savoir s'il y a quelqu'un. Oui, absolument. Je vous active tout de suite. Voilà. Attendez, faudrait juste que vous rétablir le son. Voilà. Activer. On ne vous entend pas. J'essaye de vous activer, mais allez-y. Maintenant, il faut appuyer sur le micro, s'il vous plaît. À moi, vous parlez? Vous me parlez à moi? Non, Cathy, je parle juste à la personne qui est à côté de vous, qui me fait signe, un couple. Donc oui, voilà, et il faut juste que j'arrive à activer votre son. Vous montrez une photo. Attendez, je vais déjà mettre la photo pour que vous puissiez montrer la photo. Voilà, vous pouvez montrer la photo. Voilà. Mais ce qu'il faudrait maintenant, c'est mettre le son, s'il vous plaît. Voilà. Merci pour la photo. Attendez, je vais juste essayer de trouver où vous êtes pour que je puisse essayer d'arriver à activer votre son parce que vous n'appuyez pas sur le micro. Essayez d'appuyer sur le micro, s'il vous plaît. Voilà, ça va maintenant? Oui, très bien, allez-y. Oui. Nous étions, Marie et moi, mon mari est un neveu de Léopold. Et nous avons aussi suivi sa vie et sa fin avec beaucoup d'émotion. Nous étions à Paris au musée où il est mentionné et nous avons chez nous une photo de Rachel et Léo, ce couple qui était un merveilleux couple dont Aviva a parlé d'une manière tellement émouvante. Et nous avons cette photo-là, c'est la seule photo que nous avons chez nous dans notre album et je voulais la partager avec la famille Cohen et les autres. C'est Léo et de l'autre côté, c'est Rachel, son épouse. Voilà. Vous pouvez nous la remontrer? Merci beaucoup. Merci. C'était pour mon mari, c'était Léo et l'oncle Yehuda. Et c'est comme ça que nous et nos enfants, nous nous souvenons de lui et nous connaissons sa vie et tout ce qu'il a
représenter pour notre famille. Alors, de tout cœur, et nous vous remercions aussi pour le Stolperstein et tout le reste. Merci beaucoup d'avoir partagé cette photo. Merci infiniment. Cathy, je peux vous donner la parole, s'il vous plaît? Attendez, je vais essayer de vous... Voilà, ça marche? Parfait. Merci beaucoup. Alors, juste un petit mot, je voulais vous remercier de tout cœur pour ce que vous faites. Vous nous avez fait reparler de mon grand-père, de mon arrière-grand-père qui ont été déportés. Un, il était à Kaunas en Lituanie et l'autre à Auschwitz. Et ça a permis à la famille de refaire des recherches sur eux. Et je voulais vous remercier pour tout le travail que vous faites. Pour cette famille, pour toutes les familles et pour la famille Ayman en particulier. Et j'espère qu'on pourra poser les Stolperstein et se voir de vive voix et parler de vive voix très rapidement. Merci pour tout, en tout cas. Merci pour le travail. Cathy, est-ce que vous voulez donner quelques éléments biographiques? Est-ce que vous voulez donner quelque chose? Là, je le ferai, je n'ai pas préparé, je le ferai, je voulais le faire à la pause de Stolperstein, mais tout est prêt. Très bien, merci. En tout cas, c'était juste pour vous dire un grand merci et pour tout le travail que vous et toute l'association faites et pour tous les gens qui ne font pas oublier, qui permettent de ne pas oublier tous ces disparus. Merci beaucoup, Cathy. Et je vous dis à très bientôt. À tout bientôt. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Mireille, est-ce que je peux vous donner la parole? On essaye cette fois? Mesei Mireille Faiki. Mesei Mireille là. Il y a Michou et Natacha qui sont rentrés maintenant. Il y a un problème avec le son de Mireille, c'est dommage, mais c'est dommage. Il n'est pas branché. Attendez, j'essaye juste de trouver une solution pour Mireille. Le téléphone. Oui, maintenant un petit peu mieux, Mireille. Non, Mireille, malheureusement, on ne vous entend pas suffisamment. On entend que vous parlez, mais on n'arrive pas à entendre ce que vous dites. Il y a un problème de micro sur l'appareil que vous utilisez, Mireille. Vous m'entendez maintenant? Non. On vous entend tellement faiblement. Moi, je vous propose quelque chose, Mireille. Si vous voulez, je vous appelle avec le téléphone et je mets le haut-parleur. Est-ce que ça vous convient? Si vous avez le téléphone à côté, je vous appelle avec le téléphone de Marc-Henri. Non, c'est la Alors, on vous écoute, Mireille. Oui, oui, allez-y. Oui, très bien, on vous entend. On n'entend pas. אורלי? Quoi? montre cette chose-là. Ah, זה עכשיו? מה זה? Ça, le zoom. Ça, on entend parce que Oui, c'est comme ça, c'est pas bon.
Ça, c'est Mireille Rosner. Il y a 4 personnes ici qui disent qu'ils n'entendent pas. Merci beaucoup, Mireille. Merci infiniment. Je vais reprendre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut porter un témoignage ou donner un hommage, prendre la parole? Donc là, vous appuyez sur votre micro et puis vous prenez la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui. Vous allez me dire si on peut entendre une autre chanson. Oui, bien sûr. Alors maintenant, oui, maintenant, absolument. eh bien, on peut tous chanter avec la chorale. Ok. Eh bien, c'est notre chanson qu'on connaît tous et je croyais que ça vaut la peine de l'entendre tous ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille qui voudraient prendre la parole et qui n'ont pas pris la parole, à qui je n'ai pas donné la parole? Je vérifie. Alors, peut-être je peux donner la parole donc à Nicolas et à Paul.
pour dire peut-être en quelques mots ce que vous faites comme travail en tant qu'historien et ce que vous faites avec les classes et ce que vous faites avec les profs et tout ça. Peut-être que je pense qu'on va peut-être commencer soit Nicolas, soit Paul. Voilà, attends Nicolas, il faut t'activer. Voilà Nicolas, c'est bon, tu es activé. On m'entend? Oui. Oui. Ok, très bien. Bah, du coup, moi, je suis Nicolas Logel et donc avec Paul et ainsi que d'autres membres de l'association, on s'occupe du travail de recherche historique et en parallèle, en fait, il y a un énorme travail pédagogique qui est fait auprès notamment de lycéens ou de collégiens. Donc, en fin de compte, on intervient souvent là où l'exposition doit aller. Donc, on présente le concept avec les élèves. Et pour les personnes en fait, qui souhaitent aller plus loin, souvent on emmène des classes donc, aux archives pour leur montrer directement le travail, comment on le fait. Et donc, je pense que c'est très important puisque les enfants, quand ils vont, enfin les enfants, les élèves, quand ils vont toucher donc, ces archives, il va y avoir une sorte de proximité du coup, qui va se nouer avec les personnes. Et donc, ils vont être beaucoup plus sensibles justement à tous les mécanismes en fait, qui ont conduit à la Shoah. Et je pense que c'est un moyen beaucoup plus pédagogique pour eux de les sensibiliser au travail de mémoire et justement au fait que ça ne se reproduise pas. Et donc, bon, là, forcément, avec le Covid, on n'a pas pu emmener certaines classes aux archives puisqu'il y avait de nombreux projets qui étaient prévus. Mais je pense et j'espère surtout que c'est juste reporté et qu'on pourra continuer à mener ce travail dans les écoles, dans les lycées avec tous les élèves, puisqu'en général, on a une bonne demande et les élèves en fait, sont très demandeurs, très curieux et ça leur plaît beaucoup pour la plupart. Et donc, on espère vraiment pouvoir continuer ça avec eux. Merci beaucoup, Nicolas. Est-ce que, Paul, tu peux aussi peut-être prendre la parole, s'il te plaît? Bonsoir à tous. Donc, je suis Paul Anthony, collègue et ami de Nicolas. Donc, nous effectuons des recherches historiques, comme Nicolas l'a dit. Et je tiens encore une fois à remercier Fabienne, Richard, ainsi que tout le comité de Stolperstein 67 de nous avoir permis déjà de découvrir une nouvelle culture, des gens formidables, mais aussi nous avons fait plein de choses. Nous sommes allés à Berlin, nous sommes allés à Yad Vashem, nous avons fait plein de choses qui vraiment nous apportent d'un point de vue historique. Et enfin, c'est juste des choses humaines qui sont magnifiques. Ensuite, c'est vrai que donc, ce point pédagogique sert aussi à un des objectifs de l'association, c'est cette lutte contre l'antisémitisme qui est très importante. Alors moi, j'étais par exemple dans le lycée de Sarre-Union en Alsace-Bossu où il y a quelques années, en 2015, il y a eu cette profanation du cimetière. Donc c'est très important de venir vers les jeunes, de leur dire ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Et ça, c'est aussi un objectif de notre association. Alors, une lutte contre l'antisémitisme, mais aussi une lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment il y a aussi eu des victimes qui étaient homosexuelles, tziganes. Alors là, je tiens à souligner aussi le travail de Frédéric Stroh, qui a rejoint notre équipe de recherche très récemment et dont des Stolperstein pourront être posés a posteriori. Et c'est vrai que nous constituons également une base de données. Alors, elle est en cours d'élaboration, mais donc tous les Stolperstein posés, à terme, compléteront d'une part l'application que Friedrich nous a présentée tout à l'heure, mais aussi notre base de données propre sur les victimes du nazisme. Donc voilà, je tenais juste encore une fois à remercier Fabienne, Richard et toute l'association, et je pense aussi pouvoir parler au nom de Nicolas. Voilà. Oui, c'est surtout les conditions dans lesquelles ils nous permettent de travailler, c'est génial. Effectivement, ce côté de rencontre, c'est très fort et c'est une super belle expérience. Et je voulais encore juste rajouter un petit mot aussi, c'est-à-dire que la rencontre avec vous, les familles, sont également très importantes pour nous, parce que nous découvrons des choses que les archives ne conservent pas, des éléments de la vie de ces personnes qui sont très importantes, et allier toutes ces informations, c'est pouvoir donner à ces gens, oui, c'est leur redonner une mémoire, voilà. Donc je vous remercie tous d'être là avec nous aujourd'hui.
Merci infiniment. Merci beaucoup pour le Merci travail. Paul et Nicolas pour le travail que vous avez fait. Vous faites un travail incroyable. Vous êtes en train de former les profs, vous êtes en train de former les élèves. Vous allez rencontrer les familles, vous êtes toujours aux archives. C'est extraordinaire. Vous faites un travail fabuleux. Vraiment, bravo et merci d'être là. Et je voulais souligner également les interventions dans les collèges et les lycées qui ont été faites par Nicolas, Paul et d'autres membres de l'association. C'est vraiment très important. Le volet pédagogique, on ne l'a pas souligné, mais il est essentiel pour la promotion de cette mémoire et pour promouvoir toutes les actions qui sont menées dans ces projets. Alors, on va d'abord peut-être vous remercier d'être tous venus ce soir pour cet hommage. On aura, dès qu'on a des dates, évidemment, on va vous recontacter pour 2021, pour la pause réelle. Je vais peut-être laisser la parole à la fin à Richard pour nous présenter nos projets pour 2021, en espérant que tout pourra avoir lieu cette fois-ci. Les projets pour 2021, comme on l'a souligné au début, on va essayer de reprendre le calendrier des pauses qui a été fixé. On va essayer de voir, Fabienne, avec Anne Thomas, les possibilités d'élargir ces pauses à d'autres familles encore. On en a parlé, à la famille Allel, la famille de Bernard Roth et d'autres personnes encore. Donc voilà, dans un premier temps, c'est d'essayer avec la situation qui a l'air de s'améliorer effectivement, on va essayer de fixer de nouvelles dates de pause pour 2021. Je pense qu'on va rester sur le printemps 2021 pour les communes dont on a parlé, Demeringen, Ingwiller, Bouxwiller, Bar, la Fondation protestante de Sonnenhof à Bischwiller et d'autres pauses également sur Strasbourg. On va essayer d'élargir peut-être à d'autres communes encore et rencontrer des maires de l'Eurométropole qu'on avait vu il y a un mois pour essayer de conforter donc les projets qui sont en cours. Donc voilà, c'est dans un premier temps, ce que nous devons faire, c'est d'établir un calendrier de pause en accord avec les partenaires, avec les municipalités, avec la Fondation berlinoise. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé à cette organisation, à ce Zoom pour donner quelque part une assise à cette mémoire et puis pour continuer à déployer ces projets qui nous tiennent tant à cœur. Merci à tous ceux qui sont engagés dans l'association au noyau dur. Je parle de Fabienne, Bertrand, Nicolas, Paul et d'autres encore. Et on continuera encore à développer ces actions tant qu'on le pourra. Et ça me paraît quelque chose de très important, ce que nous avons fait jusqu'à présent et ce que nous allons essayer de continuer à faire. Merci à vous tous encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. On reste en contact et on vous donne de nouvelles infos. Et merci vraiment de tous les partages qu'on a fait ce soir. Merci à tous. Super. Merci beaucoup. Merci Fabienne. Salut à tous.